Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre sujet concernant la paralysie cérébrale. On a déjà parlé des formes cliniques de la paralysie cérébrale, on a parlé euh, des bilans kinésithérapiques et maintenant on passe au traitement kinésithérapeutique. Normalement, en cas euh, d'une paralysie cérébrale, on ne parle pas de la rééducation, mais on parle de l'éducation thérapeutique. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne s'agit pas d'une personne qui était normale et soudainement elle avait une fracture, par exemple, ou bien elle avait euh, une perte d'une fonction au niveau des membres supérieurs, ou bien au niveau des membres inférieurs, suite à un traumatisme, par exemple, ou bien suite à un AVP, un accident de voie publique, etc. Dans ce cas, on parle de la rééducation, parce qu'on cherche à récupérer les fonctions qui sont perdues. Mais en cas d'une paralysie cérébrale, l'enfant se présente dès la naissance avec un retard psychomoteur. Il se présente dès la naissance avec un déficit moteur. Donc, au lieu de dire la rééducation, on dit l'éducation thérapeutique. Parce qu'on ne cherche pas à récupérer les fonctions qui sont perdues, mais on cherche plutôt à acquérir ces fonctions. D'accord? Par exemple, lorsqu'on reçoit un enfant qui ne marche pas, bien qu'il n'a jamais marché, donc il faut acquérir la marche. Brièvement, pour le traitement kinésithérapeutique ou bien l'éducation thérapeutique des enfants qui souffrent de la paralysie cérébrale ou bien de l'infirmité motrice cérébrale, il y a plusieurs techniques et plusieurs méthodes, des méthodes qui ont été créées par des kinésithérapeutes et par des médecins spécialistes. Et chaque méthode présente des avantages et des inconvénients. Et chaque méthode présente des indications et des contre-indications. Donc, il faut respecter les indications et les contre-indications de chaque technique. Alors, brièvement, je vais essayer de vous citer quelques méthodes juste pour avoir une petite idée concernant ce sujet. Alors, parmi les méthodes qu'on a, c'est la méthode de Bobat. La méthode de Bobat, ou bien ce qu'on appelle neurodéveloppemental technique. Neurodéveloppemental technique. C'est une approche globale de l'infirmité motrice cérébrale, ou bien de la paralysie cérébrale. C'est une méthode qui a été créée dans les années 1940 par un médecin neurologue qui s'appelle Karel Bobat. Alors, sur quoi elle se base? Cette méthode, tout simplement, elle se base sur l'observation. L'observation de développement de l'enfant. Donc, en observant le développement de l'enfant, on constate qu'il développe des schémas qui sont anormaux, qui sont incorrects. Ça veut dire qu'il suit euh, un chemin qui est anormal dans sa croissance. Donc, l'objectif du traitement neurodéveloppemental, selon le concept de Bobat, est d'aider l'enfant dans les adaptations de posture et de mouvement pour qu'il puisse réaliser ses activités d'une façon qui est normale et correcte. Et cela nécessite la normalisation des tonus musculaires. Donc, le kinésithérapeute cherche à obtenir une normalisation des tonus musculaires par l'inhibition de la spasticité et aussi par la facilitation des schémas moteurs normaux. Donc, on a l'inhibition, on a la facilitation qui doivent être effectuées simultanément. Et normalement, la méthode de Bobat nécessite la participation des parents. Ça, c'est très, très, très important. Le rôle des parents est primordial, et surtout la maman. Surtout la maman. Parce que si la relation entre la maman et l'enfant est absente, automatiquement et sûrement, les possibilités d'apprentissage seront faibles. Quoi d'autre? Aussi, parmi les méthodes qu'on a, c'est la méthode de Vosta. La méthode de Vosta, euh, c'est une méthode qui a été créée dans les années 1950. C'est une méthode qui permet de réaliser un bilan de développement de l'enfant et un traitement qui se base sur la locomotion. Et il y a deux notions qui sont très importantes sur lesquelles se base cette méthode, qui sont le réflexe et le frayage.
Rappelez-vous bien de ça. Pour la méthode de Rosta, on a le réflexe, on a le frayage. Le frayage, ça veut dire quoi? Ça veut dire le passage de flux nerveux entre deux neurones. D'accord? Donc, le passage des flux nerveux dans la synapse, ce passage doit être normalement rapide et facile. D'accord? Comment se passe la séance brièvement? On commence par un bilan, comme j'ai déjà dit, un bilan de développement de l'enfant. Ce bilan permet de diagnostiquer les mauvaises postures pour travailler sur les bonnes postures, pour qu'elles puissent devenir automatiques. Et après, le kinésithérapeute doit appliquer une pression sur des zones osseuses euh, bien précises. Donc, on appuie sur des points osseux qui sont particuliers. On vise de provoquer chez l'enfant les bonnes postures et lutter contre les mauvaises habitudes. D'accord? Normalement, la méthode de Vojta peut être utilisée en cas d'asymétrie posturale, surtout pour acquérir deux positions principales. La première position, c'est le retournement. Hein. Donc, on utilise la méthode de Vojta pour aider l'enfant à se retourner, à changer sa position, et aussi pour l'aider à ramper. Et encore une fois, cette méthode nécessite la participation de la maman. La maman qui doit faire des séances pluriquotidiennes avec l'enfant, 4 à 5 séances par jour. Et après une année, s'il n'y a pas un résultat, il faut arrêter carrément la thérapie. Après une année. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la norme, lorsqu'on parle de la physiologie, l'enfant doit ramper à l'âge de 7 mois, 8 mois, 9 mois. 9 mois maximum. Donc, entre 7 mois et 9 mois. Donc, une année, c'est trop tard. Hein. Si l'enfant n'arrive pas à ramper après une année, donc ce n'est pas la peine de continuer la thérapie. Il faut l'arrêter carrément. Quoi d'autre? Aussi, parmi les méthodes de l'éducation thérapeutique de la paralysie cérébrale, on a la méthode de Peto, bien ce qu'on appelle l'éducation conductive. Hein, si vous avez déjà entendu par ce terme, l'éducation conductive, ça veut dire la méthode de Peto. C'est une méthode qui est globale. C'est une méthode qui a été créée dans les années 1970 par un médecin pédiatre qui s'appelle Andrea Peto, ou bien Andreas Peto. C'est une méthode qui est globale, comme j'ai déjà dit. Ça veut dire qu'elle prend en charge l'enfant dans sa totalité. Parce que le déficit moteur, ce n'est pas le seul signe de la paralysie cérébrale. On a le déficit moteur, on a les troubles de la sensibilité, que ce soit superficielle ou profonde, on a les problèmes de langage, on a les problèmes cognitifs, etc. Donc, le principe de la méthode de Peto, c'est de prendre en charge l'enfant dans sa totalité. Et l'objectif, bien sûr, c'est l'amélioration de l'autonomie de l'enfant le plus possible. Quoi d'autre? Aussi, parmi les méthodes qu'on a, c'est la méthode de Cuevas. La méthode de Cuevas-Medec, ou bien ce qu'on appelle aussi la méthode dynamique de stimulation cinétique. La méthode dynamique de stimulation cinétique. C'est une méthode qui a été créée dans les années 1970 et précisément en 1971 par un physiothérapeute, un kinésithérapeute qui s'appelle Roman Cuevas. Alors, cette méthode se base sur plusieurs principes qui doivent être respectés pour avoir un bon résultat. Et parmi ces principes, c'est le respect du développement normal de l'enfant. Ça veut dire qu'il ne faut pas sauter les étapes. Donc, Cuevas insiste sur ce point qui est très important. Il ne faut pas sauter les étapes, il faut aller progressivement, étape par étape. Ça veut dire qu'il faut respecter la morphologie et il faut respecter la physiologie normale de la croissance de l'enfant. D'accord? Quoi d'autre? Aussi, parmi les principes de cette méthode, c'est l'autonomie. Hein? Donc, cette méthode vise à encourager l'enfant à prendre certaines autonomies dans ses mouvements. Aussi, parmi les principes de la méthode de Cuevas-Medec, c'est quoi? C'est la globalité, comme le principe de la méthode de Peto. Donc, cette méthode prend en charge l'enfant dans sa totalité et prend en considération
tous les axes de développement de l'enfant. La motricité, la sensibilité, le côté mental, l'équilibre, la coordination, le langage, etc. D'accord? Donc, c'est une prise en charge qui est globale. Quoi d'autre? Aussi, parmi les principes de la méthode de Cuevas-Medec, c'est la personnalisation. Ça, c'est très important aussi. La personnalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement chaque cas est différent à un autre. Chaque enfant est unique et chaque enfant présente ses besoins spécifiques. Pour la pratique de cette méthode, normalement, les exercices de la méthode de Cuevas-Medec sont conçus pour stimuler et développer les compétences motrices chez l'enfant. Et le kinésithérapeute essaye de créer une relation entre le cerveau et entre les muscles. Et là, je parle des muscles qui sont faibles, bien qui sont paralysés. D'accord? Et la séance commence par des mouvements qui sont passifs, des mouvements passifs qui sont considérés comme un échauffement et comme une préparation au travail actif. Donc, on fait un travail passif, puis on fait un travail actif. Le travail actif qui pousse l'enfant à prendre l'initiative et faire les mouvements lui seul pour améliorer son autonomie, tout simplement. D'accord? Donc, on a des exercices passifs et des exercices actifs. Et le type d'exercice, c'est quoi? Normalement, selon cette méthode, le programme doit être axé sur 3 types d'exercices, ou bien 3 types d'entraînement. On a les exercices de force et d'endurance, comme le travail de la marche par exemple. On a les exercices de la mobilité et de la souplesse, comme les exercices des assouplissements et des étirements. On a aussi les exercices de la coordination et de l'équilibre. Ce sont les exercices proprioceptifs. Alors, quoi d'autre? Donc, il y a plusieurs méthodes. On ne peut pas citer toutes les méthodes. Et pour pratiquer ces méthodes, il faut être formé, il faut être certifié et diplômé. Ce n'est pas n'importe qui peut pratiquer ces méthodes. Aussi, parmi les méthodes les plus utilisées et les plus fréquentes, c'est la méthode de Métailler. La méthode de Métailler, le Métailler, c'est un kinésithérapeute diplômé d'État qui a obtenu son diplôme en 1952 et il a effectué des recherches. Il a effectué plusieurs recherches sur ce domaine. Ça veut dire sur le domaine de la prise en charge des enfants qui souffrent de la paralysie cérébrale et qui se présentent avec un handicap et un retard psychomoteur. Et elle a développé sa méthode, c'est la méthode de Métailler, en 1978. Alors, l'objectif de cette méthode, c'est quoi? C'est l'acquisition des 3 fonctions. La première fonction, c'est la fonction posturale et la deuxième fonction, c'est la fonction antigravitaire. La fonction antigravitaire qui garantit le soutien et le maintien et le redressement. Et la troisième fonction, c'est la fonction de locomotion, ça veut dire la marche. D'accord? Donc, on a la fonction antigravitaire, on a la fonction posturale et on a la fonction de locomotion. Et pour acquérir ces 3 fonctions, il a développé sa méthode, la méthode de Métailler, qui se base principalement sur ce qu'on appelle les NEM. Les NEM, ça veut dire les niveaux d'évolution motrice. D'accord? Ils sont au nombre de 12. Il s'agit tout simplement d'un enchaînement de mouvements de déplacement, ou bien d'une succession de déplacements d'une position à une autre, en commençant par le décubitus dorsal jusqu'à la marche. Donc, on a 12 niveaux, les niveaux d'évolution motrice. Par exemple, lorsqu'on reçoit un enfant qui n'arrive pas à s'asseoir, il est toujours en décubitus dorsal, ça veut dire que la fonction antigravitaire n'existe pas. D'accord? Donc, on commence par l'apprentissage. On doit apprendre à l'enfant comment se retourner à partir des décubitus dorsal vers le décubitus ventral. Puis, à partir des décubitus ventral vers le décubitus dorsal. D'accord?
Et après quelques séances, lorsqu'on remarque que l'enfant devient capable de changer sa position lui seul, à partir des décubitus dorsales vers le décubitus ventral et le contraire, on passe à la prochaine étape. C'est par exemple la posture de sphinx, bien la position de sphinx. Donc on doit apprendre à l'enfant comment se mettre en position de sphinx et comment maintenir son équilibre dans cette position. On peut utiliser des réflexes par exemple, on peut utiliser des stimulations, des jouets, on peut utiliser le ballon de Klein, etc. D'accord? L'essentiel, c'est d'acquérir la position de sphinx ou bien la posture de sphinx. Et après, on passe à une autre posture jusqu'à la position assise. Lorsque l'enfant devient capable de maintenir son équilibre en position assise, on passe à la station de repos, puis à la marche. Donc, c'est une succession de déplacements et de changements de position d'une position à une autre. Et l'objectif, c'est d'acquérir la marche. D'accord? Et ça nécessite bien sûr des années et des années. D'accord? Donc, c'est ça en général le principe de la méthode de Métaï. Donc, normalement, il y a plusieurs méthodes, les méthodes de l'éducation thérapeutique de ces enfants. Et comme j'ai déjà dit, chaque méthode présente des indications et des contre-indications. Et pour choisir la méthode la plus convenable, il faut faire un bilan global avec l'enfant et il faut travailler en collaboration avec toute l'équipe. On a le médecin traitant, que ce soit un neuropédiatre ou bien un pédiatre ou bien un neurologue, etc. Et aussi l'ergothérapeute et le psychomotricien, etc. Donc c'est un travail multidisciplinaire. Quoi d'autre? Donc, à part ça, il y a d'autres techniques qui sont complémentaires, des techniques qui peuvent être efficaces et utiles dans la prise en charge de ces enfants, telles que l'hydrothérapie et l'hypothérapie. Ah, vous connaissez l'hypothérapie, c'est une approche thérapeutique et complémentaire aux soins médicaux. C'est une sorte de kinésithérapie sur le dos des chevaux. Hein, donc, euh, lorsque l'enfant va s'asseoir sur le cheval va se mouvoir et cela permet d'améliorer l'autonomie de l'enfant, permet d'améliorer la fonction antigravitaire, permet d'améliorer euh, la sensibilité proprioceptive et l'ajustement postural, etc. Donc c'est très bénéfique, surtout pour les enfants et pour ça veut dire les patients qui sont jeunes, à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, etc. D'accord? Donc, l'hypothérapie peut être utile dans ce cas, sans oublier bien sûr l'appareillage. L'appareillage, c'est un élément qui est capital et qui est primordial dans la prise en charge de ces enfants. Et l'appareillage, normalement, doit réaliser trois objectifs. On a le confort et la fonction et la correction. D'accord? Le confort, ça veut dire que l'appareillage doit être adapté à l'enfant, tout simplement. La correction, ça veut dire quoi? Ça veut dire on utilise par exemple un corset, par exemple anti-scoliose ou bien anti-cyphose, soit pour prévenir contre la scoliose ou bien la cyphose, ou bien pour la corriger. D'accord? On parle aussi des chaussures orthopédiques pour corriger le pivovaris, etc. Donc ça, c'est la correction. Pour la fonction, bien sûr, l'appareillage doit permettre une fonction.